Bonjour et bienvenue dans Le Fil de l'Épée. Le Fil de l'Épée, c'est le podcast d'histoire de la guerre que j'anime avec Alexandre Jublin, une émission que vous retrouvez tous les 15 jours, le vendredi, dans son podcast Le Collimateur. Exceptionnellement aujourd'hui, l'épisode consacré au film Napoléon de Ridley Scott est diffusé sur Parole d'Histoire pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait. Pour la suite, pensez vous abonner au Collimateur, on parlera bientôt de la guerre du Pacifique, des écorcheurs au Moyen-Âge ou encore des guerres de l'Ouest américain. Dans Parole d'Histoire, vous retrouvez demain, lundi 4 décembre, un entretien avec Victor Pereira sur la révolution des œillets au Portugal. Merci et très bonne écoute. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre le Collimateur et Parole d'Histoire. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver André Loez pour ce nouvel épisode, aujourd'hui consacré au Napoléon de Ridley Scott, en salle depuis le 22 novembre, dont on va essayer de discuter de manière peut-être un peu différente, sans se cantonner aux commentaires linéaires ou à la recension des erreurs historiques et des fautes de goût, qui sont nombreuses, mais en le prenant pour ce qu'il est, c'est-à-dire un objet culturel de grand spectacle, et qui risque de façonner pour longtemps la perception historique de Napoléon et de l'Empire, au moins à l'étranger, parce qu'on peut signaler que le film démarre très fort, notamment aux États-Unis, où il est numéro 2 au box-office, derrière Hunger Games quand même, mais c'est déjà pas mal. Après une semaine, je crois qu'il bat notamment le dernier film Disney. Pour en discuter, nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Valentin Barrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à Paris 1, spécialiste notamment des guerres de la République et des armées de la Révolution. Et on signale que vous avez notamment collaboré avec Quentin Sancier de la chaîne YouTube Sur le Champ, qui est déjà passé aussi bien par le Collimateur que par Parole d'Histoire. On a salué son travail de vidéaste pour une longue vidéo sur les représentations des guerres napoléoniennes au cinéma, qu'il a récemment reposté sur sa chaîne et qu'on recommande évidemment. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Alors, on va dire qu'on a choisi un dispositif un peu spécial pour parler de ce film. Ouais, alors d'abord parce que, bon, comme je l'ai mentionné, c'est peut-être pas la peine de faire un épisode entier où on joue au pinailleur sur tous les détails du film. Alors déjà parce que c'est un genre assez bien représenté ces temps-ci, à la fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube et ailleurs. Donc je vais ajouter ma fiche sur les uniformes que j'avais préparé amoureusement. Mais je crois que les uniformes, ça va à peu près. Bah oui, justement, je voulais en dire du bien. C'est le ça, seul point où j'allais dire du bien. C'est pas mal, ouais. Je tiens d'ailleurs à dire que quand on a décidé de faire cette émission avec André, on pensait être à la fois un peu plus originaux et que le film serait nettement meilleur. Mais en fait, tout le monde s'est jeté sur le côté ce film, ça va pas. A raison, mais quand même, donc on va essayer de décaler un peu. Et on va essayer de se complaire dans les grandes postures un peu classiques de l'historien. On va éviter de se complaire. On va éviter. Dont Michel Foucault se moquait déjà il y a bientôt 50 ans, c'est-à-dire, je cite, le chevalier vertueux de l'exactitude, le docteur aux connaissances inépuisables, ou encore le savant désolé qui pleure sur son petit domaine que les sauvages viennent de saccager. Tous ces trucs de l'historien garde-barrière, garde-fou. C'est évidemment nécessaire et utile, mais en même temps, c'est aussi intéressant de décaler un peu tout ça. Donc on va procéder en quelque sorte par catégories successives qui vont structurer la discussion, et on reprend ça d'un podcast qu'on apprécie énormément, André et moi, qui est The Rewatchables de Bill Simmons, où les producteurs, les animateurs parcourent des films classiques selon des catégories un peu comme les Oscars ou les Golden Globes, en nominant diverses scènes du film ou divers acteurs, et tout ça permet de discuter, voire de confronter des points de vue différents, tout en structurant la discussion. Donc on va avoir un certain nombre de catégories que je vais laisser André maintenant détailler. Alors C'est lui qui les a trouvées. On va essayer de parler d'abord, pour dire du bien, du meilleur moment du film, des éléments les plus suggestifs ou réalistes historiquement, mais aussi des éléments qui nous ont fait le plus sursauter sur notre fauteuil de cinéma, le pire raccourci entre deux moments séparés par des années entières, parce que c'est un des gros problèmes du film, la meilleure ou la pire performance pour un acteur ou pour une scène de Joaquin Phoenix, les personnages qu'on aurait aimé voir plus, ce qu'on aurait aimé voir à l'écran de manière générale, quels sont les oublis, et puis peut-être des questions de fond sur le propos politique, géopolitique, militaire du film. Est-ce que c'est un film qui dit quelque chose tactiquement des guerres napoléoniennes? C'est pas si évident. On va essayer d'en parler. Alors, on va peut-être commencer par poser la question du meilleur moment du film. Moi, je commencerai par dire que j'ai été atrocement déçu parce que je suis très bon public pour ce genre de film. Je suis par exemple une des rares personnes qui adore le film Alexandre de Oliver Stone, qui a plein de qualités méconnues au moment de sa sortie. Il a été descendu par la critique alors qu'il mérite peut-être mieux. Là, j'ai vraiment trouvé ça d'un ennui absolument terrible. Mais il y a quand même des choses à sauver. Alors peut-être on commence, Valentin, par vous. Je veux dire que je suis une des rares personnes à sauver le film 3. Bien sûr, il y a des choses à en sauver. En tout cas, si on avait su, en voyant Troie et Alexandre, ce qu'on verrait avec le Napoléon de Ridley Scott, on aurait été moins sévère peut-être à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous sauvez? Est-ce que vous sauvez quelque chose dans ce film? Pour les deux films que vous avez évoqués,
Ouais, je les aime beaucoup aussi, mais je pense que mon jugement est altéré par le fait que j'étais quand même relativement jeune quand ils sont sortis, et du coup pour moi c'était paillettes, c'était merveilleux quoi. Aujourd'hui je la regarde avec de l'humour, mais comme j'ai pris ce film, c'est-à-dire que dès les premières minutes, les premiers encarts, j'ai compris ce que ça allait un peu donner, et donc dans l'ensemble je trouve que c'était pas très bien, même pas bien du tout, mais je me suis bien marré en le regardant quand même. C'est-à-dire que voilà. Est-ce qu'il y a un moment particulier où vous avez été soit touché, soit intéressé par ce qui était à l'écran? Alors, il y a pas beaucoup de moments qui m'ont vraiment sauté au visage comme ça en termes de qualité, mais il y en a un que je pourrais citer, qui était agréable, qui était celui de la momie. J'ai trouvé que la momie, le moment de la momie, c'est-à-dire le moment où Bonaparte, en Égypte, se penche sur la momie d'un probable pharaon, il semblerait, et monte sur un petit escabeau parce qu'il est trop petit pour pouvoir lui parler, et essaie d'écouter ce que la momie pourrait lui dire. Alors c'est bien évidemment issu, ça vient d'une idée d'un tableau, hein, un tableau complètement anachronique qui date de 1895, qui est de Maurice-Henri Orange, donc on voit que Ridley Scott a quand même fait une petite recherche visuelle quand même sur cette question. Et là je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette séquence, puisque il y a un rapport à la mort, à l'éternité, à ce moment-là où Bonaparte écoute ce pharaon comme s'il attendait qu'il lui raconte quelques secrets d'État sur comment il faut gérer les hommes, les choses, voilà. Je dirais que c'est le moment qui que je trouvais le plus inspiré. Un des moments les plus inspirés. Bon, après, il y a le trou sous la pyramide que je comprends pas trop, parce que normalement, il n'y a pas de fondation sous les pyramides. Enfin, peut-être que je me trompe. Et je pense qu'il mélange ça avec la vallée des rois et Ah le oui, fait ok, qu'il y a ouais. des tombeaux enterrés, etc. Ouais, moi je vais y aller. Moi je vais dire le moment que j'ai préféré de tout le film, parce que pour moi ça symbolise tout à fait ce film, c'est Austerlitz. C'est-à-dire, paradoxe, parce que. Mais en même temps, c'est parce que c'est exactement ce film. Ça n'a rien à voir avec Austerlitz. Il faut complètement se déprendre de l'idée que ce film nous dit quoi que ce soit sur Austerlitz. C'est n'importe quoi au début, au milieu, à la fin. Il y a un mélange de guerre de 14, un truc qui n'a aucun sens, puisque s'il y a bien un truc qu'on connaît sur Austerlitz, si tant est qu'on connaisse quelque chose, c'est pas obligatoire non plus, c'est le plateau de Pratzen, c'est-à-dire voilà, le plateau que Napoléon abandonne aux coalisés, etc., puis ensuite qui va reprendre à la faveur du brouillard qui dissimule ses troupes au pied du plateau. C'est même pas, ça n'a rien à voir, et c'est même l'inverse, puisque les Français ont la position haute dans la manière dont c'est raconté. Et ensuite, c'est encore plus n'importe quoi, puisqu'il y a cette histoire de lac gelé et toute la cavalerie russe, toute l'armée russe et autrichienne qui disparaîtrait dans le lac gelé. Ce qui, ça, est un détail qui a vaguement existé, mais on estime qu'il y a entre 1 et 10 soldats qui sont morts dans le lac. Mais c'est un pur fantasme, une pure romance. C'est-à-dire on prend un détail et on en fait le centre, et c'est par ailleurs extrêmement beau visuellement. Je trouve que, alors, il y a un problème sur lequel on reviendra, je pense, qui est celle des teintes générales du film qui sont toujours grisâtres, etc. Ce qui est un problème très général des films historiques. Mais là, dans ce genre-là et dans cette esthétique-là, je trouve que aussi bien la charge de cavalerie que j'avais parfois là, ça m'a rappelé un peu certaines scènes de Game of Thrones avec les White Walkers et tout, ce qui est, je trouve, très esthétique. Et puis les hommes et les chevaux qui se débattent dans le lac gelé avec les plans filmés en plongée, etc., avec la lumière qui perce la glace, c'est magnifique. Mais on ne reconnaît rien de ce qu'on sait sur Austerlitz, ni le plateau de Pratzen, ni le soleil d'Austerlitz, alors que pourtant, s'il y avait bien un truc qui aurait été facile à caler, c'était ça. Il a choisi de faire complètement autre chose, son truc, qui n'a rien à voir avec la bataille, mais que moi j'ai trouvé visuellement tout à fait plaisante. Pour rebondir rapidement, un truc que je trouvais aussi très bien en parlant de la bataille d'Austerlitz, c'était la bande son, enfin, en tout cas le soundtrack, qui était pas trop mauvais pour la bataille d'Austerlitz, qui me correspondait plutôt bien. Je crois que c'est des chœurs corses à ce moment-là, et je trouve que ça correspond pas mal. C'est un bon point que je donnerais au film. Même si celui qui a écrit la musique du film faisait déjà la musique de la série anglaise de la BBC qui s'appelait Guerre et Paix, et il a recyclé une partie de ses morceaux pour le film. André, votre scène coup de cœur? Moi, je dirais que j'ai bien aimé Napoléon dans Moscouvide, et ce moment où il est à cheval dans un palais abandonné et qui là aussi prend pas mal de liberté avec ce qui s'est historiquement passé, mais c'est presque une mise en abîme du vide du film aussi, c'est-à-dire que voilà, il y a un personnage central qui erre dans un grand vide. La scène est visuellement très belle et elle dit aussi quelque chose d'un projet qui n'arrive pas à son terme, ou de quelque chose qui n'arrive pas à se matérialiser, autour d'un protagoniste dont on ne sait pas trop ce qu'il fait,
effet-là et qui n'est pas vraiment incarnée. Donc je trouve qu'elle marche à deux niveaux, cette scène. Ouais, moi je peux dire, mais parce que c'est aussi plus ou moins l'affiche du film, c'est qu'on le voit avachi sur le trône du tsar, etc. Mais j'imagine on en reparlera. Moi, moi je veux dire, tout Napoléon et toute l'épopée napoléonienne m'ennuie profondément, et donc j'ai toujours une grande sympathie quand je vois Joaquin Phoenix, qui a l'air de s'ennuyer à peu près autant que moi devant tous ces morceaux de bravoure. J'empathise totalement avec lui, et ce n'est pas pour rien dans ma demi-sympathie pour ce film. Ensuite, la catégorie suivante, c'est le moment ou l'élément le plus réaliste ou suggestif. Vous avez été généreux, André. Il y a peu de choses réalistes, donc finalement, on est obligé de dire des choses suggestives, ou en tout cas qui nous font réfléchir à l'histoire en disant tiens, peut-être que ça c'est bien vu. Valentin ? Alors bon, il y a plusieurs éléments que je trouvais plutôt réalistes. Alors les scènes où Talleyrand parle avec des envoyés de François II. Et alors il y a une scène notamment qui était intéressante. Le moment où Talleyrand dit à cet envoyé, je ne sais plus si c'est l'envoyé britannique ou autrichien, mais il lui dit que Bonaparte lui imposera la paix, qu'il le veuille ou non. Et ça, bon, ça exprime quelque chose. Pour une fois, il faut un peu de politique internationale, et ça, je trouvais ça intéressant. Le sacre, à la limite, c'est bien reproduit, même si bon, il y a quelques trucs qui vont pas. Et les costumes, dans son ensemble, étaient plutôt pas mal. Avec, on voit les évolutions des époques, des costumes. Alors, c'est pas quelque chose à laquelle je tiens rigueur normalement, parce que moi, je m'en fous un peu des costumes. En réalité, c'est pas mon truc, le truc auquel je tiens. Mais alors, c'est le contraire, en fait, de ce que je voudrais voir. C'est-à-dire que j'aurais voulu voir un film un peu plus, disons, intelligent sur la manière d'aborder l'histoire, et peut-être un peu plus lâche sur les costumes. Mais ils ont fait complètement l'inverse. Et bon, un autre truc qui était intéressant aussi, c'était les scènes d'intérieur qui étaient filmées à la chandelle, je trouvais, qui étaient pas mal, et qui renvoyaient, à mon avis, à l'objectif de Ridley Scott, qui dit dans ses interviews d'ailleurs de vouloir faire quelque chose qui ressemblait un peu à Barry Lyndon, de très très loin. Ça s'est planté, ouais. Ça marche pas. Même, qu'il utilise même la musique, la sarabande à la bataille de Waterloo, pour dire qu'il va faire un hommage complet. André, votre coup de cœur d'historien? Alors il y a quelque chose, je suis bien en peine de dire si c'est tout à fait juste historiquement, parce que je connais pas bien du tout les guerres napoléoniennes, mais j'ai trouvé assez beau le moment qui, au début de la bataille de Waterloo, montre un éclaireur à cheval qui galope avec deux chevaux, un en bride, l'estafette. Voilà, il est sur la selle, il a un autre cheval en bride, et puis il saute d'un cheval à l'autre, et on comprend que en fait c'est une bataille où on maîtrise pas, et ça on le sait pour le coup pour Waterloo, qu'on maîtrise pas totalement les mouvements des troupes, on attend Grouchy, et puis les troupes prussiennes de Blücher se rapprochent, voilà, tout ça est connu, mais du coup le film arrive à restituer c'est un peu cette incertitude et l'idée que on est dans des batailles, on a des moyens de reconnaissance limités, on a une information limitée, on fait avec ce qu'on a, on a des coursiers qui arrivent, on a des longues vues, mais finalement on fait avec du parcellaire et on prend des ordres malgré l'incertitude, et je trouve que cette idée, ce qu'on appelle parfois de fog of war, hein, le brouillard de la guerre dans lequel on doit décider, et cette course comme ça des estafettes était assez belle. Moi, le moment qui m'a un peu touché, c'est au siège de Toulon, c'est le boulet qui tue le cheval de Bonaparte sous lui, ce qui est tout à fait vrai, ce qui est un détail tout à fait attesté historiquement, donc un boulet de canon qui tue le cheval de Bonaparte. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui arrive très souvent en fait. Souvent on voit tel général a eu son cheval tué sous lui. J'ai pas en tête de souvenir de représentation visuelle de ça. C'est extrêmement gore, hein, parce qu'un boulet de canon, il y a le cheval qui explose à moitié et qui arrive en pleine tête de Bonaparte. Et en même temps, je trouve que ça représente assez bien aussi toute cette épopée napoléonienne qui est toujours sur le fil du rasoir, c'est-à-dire un quart de degré différent, un cheval orienté un peu différemment, et potentiellement Bonaparte se prend dans l'abdomen et la face de l'Europe en eût été changée. Mais c'est ça les choses de la guerre, c'est le hasard, la contingence, et quand ça s'aligne parfaitement, parfois ça fait ça, et parfois il aurait suffi d'un demi-truc, et ça aurait tout changé. Alors on a tenu une vingtaine de minutes sur plutôt les éléments positifs. On va pouvoir maintenant... on se lâche. En tout cas être honnête avec ce film qui pose plein de problèmes, et des problèmes qui ne sont pas tellement des problèmes historiques, qui sont des problèmes narratifs, des problèmes de construction, et puis des problèmes peut-être pas historiques au sens du pinaillage, mais au sens un peu de l'absurdité du rapport à l'histoire, d'un rapport à l'histoire qui est finalement très, très immature, je dirais très, très puéril. C'est ça qui m'a frappé. Alors du coup, si je commence par vous Valentin, est-ce qu'il y a des moments, on va les passer en vue à tour de rôle, quel serait un premier moment absurde ou grotesque C'est-à-dire, on a dit, on choisit un moment positif chacun, et les moments what the fuck, on en a droit à 3 chacun, parce que clairement le corpus était beaucoup plus fourni. Exactement. Alors on commence avec vous. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai dû faire un choix donc. Alors, le choix de cœur, entre guillemets, je dirais que étant spécialiste de la période révolutionnaire,
Robespierre qui se tire une balle en plein milieu de la Convention dans la même minute où il quitte le podium. Ouais, ça m'a fait un peu mal quand même. Enfin, juste histoire d'en choisir un. Ensuite... Parce que ça, précisons que on ne sait pas vraiment s'il s'est tiré une balle ou si on lui a tiré dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était pas à la Convention. Non, c'était pas à la Convention, puis c'était pas dans la même séquence. Et puis à un moment, il sort un pistolet pour viser les autres, puis ça marche pas. Puis le deuxième, c'était un très grotesque. Enfin bref. Ouais, Thermidor est un peu raccourci, on va dire. Ouais, Alexandre, on passe à vous pour un deuxième choix. Moi, c'est un pinaillage, mais voilà, historien naval, c'est toujours au siège de Toulon parce que c'est le moment où donc il commence à tirer sur la flotte anglaise. Ouais. Et là, il y a un moment où il tape un navire anglais et c'est pas. Je veux bien qu'on tape la Sainte-Barbe, ça arrive les navires qui explosent. Mais là, ils ont tapé la soute à napalm parce que le truc c'est une gerbe de flammes de 40 mètres de haut. Bon, il n'y a pas de souci, il faut faire des explosions, faut que... En plus, même avant, quand il mitraillait c'était des feux d'artifice, c'était des sortes de feux de Bengale qu'ils avaient fait pour reproduire des espèces de... Je ne sais pas à quoi c'est censé correspondre dans leur tête. Aux mortiers qui sont censés exploser en l'air. Ouais, mais là, c'est vraiment des petites étincelles, donc ça n'a rien à voir. Les mortiers sont assez... Il y a un plan où ils sont jolis, mais là, c'est pas ça du tout. Et vraiment, le truc... Je peux pas le dire mieux que la soute à napalm. Oui, mais alors il faut savoir que Ridley Scott est très fan de ça, parce qu'il y a déjà la soute à napalm dans Gladiator avec des projectiles enflammés, et dans Kingdom of Heaven, où évidemment le siège de Jérusalem est fait aussi avec des missiles sol-sol, haut pouvoir perforant et incendiaire. Donc bon, c'est le goût de Ridley pour la pyrotechnie. Alors moi, je serais sur un registre un peu différent. Jaloux que Tony soit celui qui ait fait Top Gun. Il voulait pas être en reste. Je serais sur un registre un peu différent pour mon premier choix de moment un peu absurde, qui est ce moment où Napoléon, plutôt Bonaparte, revient d'Égypte et il ouvre un journal qui se trouve dans la diligence qu'il ramène à Paris. Et dans ce journal, le Times of London, son grand titre sur le Cuckolded General, sur le général cocu avec une caricature. Et le Times of London se désintéressait totalement des affaires de cœur de Bonaparte, en tout cas ne titrait certainement pas. Et la manière dont on présente un journal des années 1790 est totalement fausse. Il n'y a pas de caricature en une, enfin, c'est des journaux qui ne ressemblent pas à ça. Donc c'est une toute petite chose, mais qui dit quand même à quel degré on prend des réalités historiques et on les transforme pour un grand public qui a besoin de reconnaître ce que serait une sorte de... En gros, c'est Bonaparte qui est une sorte de canard enchaîné. Visuellement, ça ressemble à ça, plutôt qu'un journal d'époque. Deuxième moment, Valentin ? Peut-être un peu plus convenu, mais en fait, toutes les scènes où Bonaparte charge à la tête de ses troupes, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, ça abolit complètement l'idée que Bonaparte doit donner des ordres de manière permanente sur le champ de bataille, qu'il essaie de contrôler un peu à droite à gauche tout le temps, de voir ce qui se passe. Là, il se jette dans la mêlée. En fait, on voit que la notion d'ordre, mis à part cette question de la bataille de Waterloo avec les estafettes, elle est complètement oubliée. Et même, je pense que c'est une erreur sur le personnage de croire que il pouvait prendre la tête comme ça de ses hommes. Il l'a fait à Toulon, hein, ça c'est une réalité. Mais comme ça, à la tête de sa cavalerie, à Waterloo en plus, quelle absurdité. Au bout je veux dire, à cet âge-là, en plus, Bonaparte est pas vraiment. Il a du mal à cheval. Alors, chargé à la tête de cuirassier pour briser des carrés anglais, bon courage. Moi, mon deuxième va être un peu plus... C'est parce que dans les catégories, vous avez mis What the fuck, André. Et moi, mon moment What the fuck, c'est le moment de fin de la terreur. Donc en 1794, où ils ouvrent les portes des geôles, que j'imagine de la conciergerie, enfin j'en sais rien, en tout cas d'une geôle. Et là, on voit des religieuses en extase et un abbé baigné par la lumière divine, pense-t-on. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce que c'est que cette bondieuserie folle. Enfin, c'est vraiment tout à fait l'image du martyrologe catholique 19e siècle, etc. Mais c'est pas vraiment la teneur du propos du reste du film. Et je me suis dit, il a dû vouloir faire un joli plan, ou peut-être que c'est un truc qu'il a vu ailleurs, mais ça venait de nulle part. J'ai trouvé ça complètement absurde. Ouais, est-ce qu'il a fait exprès ? C'est ça la question. Ouais. Il y a une vingtaine de minutes sur la Révolution qui sont presque un autre film. Avec aussi la musique de Saïra, une sorte de version café-concert 1910. Oui, parce qu'en plus, je ne l'ai pas dit, mais les religieux, ils sont en extase sur la Carmagnole. Ouais. Enfin, ça aussi, ça va. Je crois qu'il a utilisé Piaf pour... Oui. On a l'impression d'entendre Edith Piaf, effectivement, ce qui est toujours un peu étonnant. Moi, mon deuxième moment sera une déception, parce que l'épopée
l'épopée napoléonienne ne m'intéresse pas plus que ça. Il y a un moment quand même que j'aime bien, que je trouve assez fascinant, c'est les 100 jours. Et en particulier, cette rencontre qui a été souvent racontée, la rencontre de Laffray, où, pas loin de Grenoble, Napoléon s'avance vers les troupes royales qui sont censées l'arrêter. Et c'est censé être un grand moment. Et là, on pourrait attendre un morceau de bravoure, un grand discours, soldat du 18e de ligne, qui osera tirer sur son empereur. Et ça donne quelque chose d'incroyablement plat dans le film, où rien ne ressort. Je ne sais pas si on peut peut-être écouter ce passage. Regiment, do you recognize me? Do you recognize me, soldiers? Yes, Emperor! On a quelque chose avec cette voix plaintive de Joaquin Phoenix qui dégage rien, qui n'exprime aucun charisme. Et là, pour moi, c'est une grande occasion manquée d'aller vers le grandiose, d'aller vers l'épopée napoléonienne. On est dans la platitude totale. Alors toujours dans l'épopée, le moment avec les pyramides. Alors autant on m'a dit que, et c'est vrai, que ça résume assez rapidement comment Napoléon prend l'Égypte. Il tire un boulet sur les pyramides, on comprend qu'il a pris l'Égypte. Mais ce qui moi fait le plus de mal, c'est comment le chef mamelouk tombe de son cheval, comme si les Ottomans avaient jamais vu, ou les mamelouks avaient jamais vu la poudre. Il y a quelque chose de dégradant. Moi, je pense, ma théorie personnelle, c'est que c'est une référence directe à Indiana Jones. Au premier Indiana Jones, c'est possible. à Harrison Ford qui tire le coup de pistolet, etc. Avec ce même air désabusé de ça me fatigue cette affaire-là. Et du coup, mais je pense que ça donne aussi une des clés du film, qui est que c'est un film entièrement symboliste. Enfin, qui ne procède que par symbole, etc. Et ça, effectivement, il tire. Enfin, ça a l'air de l'ennuyer. C'est une théorie de Napoléon qui s'entend, quoi. Juste pour rebondir, je suis complètement d'accord avec vous sur l'idée que vous avez énoncée avant, sur le fait que toute la première partie du film est un autre film quasiment. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai eu l'impression de voir l'introduction d'un devoir qui commençait à très détaillé et puis l'élève voyant qu'il n'avait pas le temps, a essayé de traiter toute la période un peu largement. Bon, la problématique est ratée aussi, mais vous voyez un peu l'idée du devoir à finir rapido, voilà, j'ai pris trop de temps sur l'introduction, il faut vraiment que j'ai le temps de faire le développement. Alors, et là, il abdique. Et ouais, c'est ça. Le contre-argument sera évidemment, il y a une version longue, comme pour Kingdom of Bien Heaven, sûr, on va bien voir sûr. ce qu'on va voir. Bon, c'est pas impossible, mais c'est vrai que tel quel, ça donne quelque chose évidemment d'un peu problématique. Moi, peut-être mon troisième moment, c'est le discours au moment du sacre. Parce que c'est un contresens. C'est-à-dire, donc, le sacre est assez bien fait, tout est assez bien fait. Effectivement, il prend la couronne, il se la pose sur la tête, tout ça, tout va bien. Et là, il dit un truc sur j'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau, je me la remets. S'il y a bien un truc que Napoléon n'aurait pas dit à ce moment-là, devant ce public-là, c'est ça. Tout le propos de l'empereur, c'est de ne pas être un roi et de ne pas faire la continuité entre la couronne de France et sa tête. Oui, c'est surtout que la couronne dans le ruisseau, c'est une référence à 1849, au roi de Prusse qui refuse de prendre la couronne unilatéralement en disant « je ne veux pas d'une couronne émanant de la volonté populaire » et qui effectivement est l'anti-conception napoléonienne de la nation souveraine qui s'exprime à travers le grand homme. Donc voilà, Il me semblait que c'était une citation de Stendhal, moi. Je crois. C'est possible, à vérifier. Mais... J'ai vu quelque part l'idée que peut-être c'était un texte qui existait quelque part. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, c'est l'évidence même que dans ce contexte-là, et d'ailleurs c'est d'autant plus étonnant que c'est très bien, quelques scènes avant, quelques minutes avant, il y a Talleyrand qui propose à Napoléon de redevenir roi, et Napoléon qui le regarde en disant mais ça n'a pas de sens, et cette scène-là est assez juste, parce qu'effectivement c'est relativement la conception que Napoléon avait de la situation politique dans laquelle il était, et donc le mettre en plein milieu d'un sacre et de le faire se voulant être roi de France, absurde et inutile. Enfin, pourquoi il aurait très bien pu inventer un discours et ça aurait été très bien. Enfin, on l'a dit, on l'a redit, mais ce sacre, c'est un truc, rien que dans le tableau de Jacques David, il y a plein de détails de gens qui n'y étaient pas, etc. Donc il n'y a pas de souci à réécrire cette chose-là. Tant qu'à rajouter des trucs pour mettre un peu d'épique ou voire pour mettre une théorie personnelle, autant que ce soit pas un contresens absolu, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je terminerai avec une scène dont j'ai pas compris le sens, même si ça ressemble à ce qu'a déjà fait Ridley Scott dans certains de ses films. Je pense au Dernier Duel, où il y avait, pour le coup, des scènes de viol qui étaient montrées de manière assez dure à regarder, mais au moins il y avait un propos politique derrière qui consistait à dénoncer la violence d'un des seigneurs sur le personnage féminin joué par Jodie Comer. Là, c'est la scène de sexe, une scène de coït brutal, une scène de Napoléon, une sorte d'animal en rut avec Joséphine, et qui n'a pas
pas beaucoup de sens dans le film, dans la mesure où le film est censé nous montrer un attachement passionné entre ces deux êtres. Et on a du mal à passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire à comprendre comment se noue une relation érotique, alors que c'est une scène dont on se dégage aucun érotisme, on se dégage qu'une sorte de brutalité bestiale de Bonaparte. Et du coup, on comprend absolument pas pourquoi Joséphine serait prise de lui, Plusieurs scènes d'ailleurs, serait ça apparaît malheureuse. 2 fois, ces scènes de coït qui sont extrêmement... Voilà. Alors j'imagine que c'est pour que Ridley Scott dise avant la passion c'était pas pareil, mais bon... C'est pas très compréhensible pour moi. Alors, bon, j'ai une petite lecture de la question. Ridley Scott disait dans ses interviews que il allait montrer un aspect que les historiens connaissaient pas et qu'ils n'y étaient pas. De fait, dans la chambre à coucher de Bonaparte, on n'y était pas. Et que donc, je pense, en tout cas c'est une interprétation, tout le film tourne autour de cette idée que c'est la relation avec Joséphine qui conditionne le reste de l'histoire de l'Empire. Et donc forcément, ce qui se passe dans la chambre à coucher a un rapport. Alors on peut parler peut-être de, comment on dit déjà, de frustration, ou en tout cas de sentiment d'impuissance, où il sait que, bon, il n'arrive pas à... je sais pas, on pourrait élucubrer à fond sur cette question-là. Mais moi, alors, Oui, il y a la question de l'héritier au fond, c'est-à-dire Ouais, que c'est ça. le sexe est d'autant plus brutal qu'on ne parvient pas à avoir d'héritier et donc il faut punir Joséphine, mais c'est pas non plus très j'en clair de reparlerai ce point de vue-là. pendant la séquence où on parlera des batailles, mais moi je pense que la manière dont les batailles sont filmées sont l'expression de sa relation avec Joséphine, en un sens. Parce que tout le film, la problématique du film, c'est ça. Hein. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est une problématique psychologisante. Comment, à travers sa relation avec Joséphine, Bonaparte gère l'empire dont il a hérité, enfin, dont il prend, enfin qu'il oula, j'ai plus le mot. Qu'il instaure, merci. Moi, je vais justement dire une mention honorable pour le projet de GPA à un moment, c'est-à-dire Ah oui. donc Napoléon engendre un fils, c'est ça, et il demande au médecin si est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est le fils de Joséphine. Enfin bon, peut-être que ça part d'un détail historique, mais j'ai 2-3 doutes. Et c'est vraiment, il demande si on peut faire une GPA pour lui et Joséphine, ce qui est une conception intéressante des mœurs du 18e. Mention honorable pour la scène du mariage de Joséphine et Bonaparte, où le fonctionnaire chargé de les marier dit en vertu de la loi de 1792, et on est en l'an 4, alors évidemment pour un public anglophone, hein, l'an 4 ça n'évoquera rien, et plutôt ce serait l'an 1 pour 1792, mais voilà, on est en plein calendrier révolutionnaire, mais on parle de 1792, évidemment, pour une oreille attentive, ça sonne tout à fait faux. Même chose pour la lettre écrite après la bataille de Borodino, où Napoléon dit à Joséphine « We are only 200 miles from Moscow », c'est-à-dire 350 km contre une centaine à peu près. Évidemment, c'est pas tout à fait réaliste. Alors ensuite, une catégorie qui est particulièrement sévère, mais je pense qu'on aura tous on aura tous le même vainqueur. Je pense qu'il y a deux choix possibles. Ah bon. Donc c'est le pire raccourci entre deux moments séparés par des années entières. Ce qui est... Bon, on peut avoir un peu de compassion aussi pour Ridley Scott qui se retrouve à essayer de faire un film de 2h30 sur... peut-être les 25 ans les plus chargés de l'histoire de France, ou en tout cas c'est proche, mais du coup il se retrouve, plutôt que faire ce qu'a fait Bondarchuk, d'autres, on prend une bataille, on prend un moment, etc., ou on prend une œuvre, Guerre épée, Guerre épée c'est Jacques Esgueule, mais il décide de prendre tout, et du coup on se retrouve avec une succession de scènes, bon ça c'est sûr. Le fait est que ces scènes ne sont pas exactement distribuées de manière harmonieuse au cours de la période napoléonienne, et que les transitions sont faites avec plus ou moins de subtilité et de bonheur. Alors, je sais pas, Valentin ? Il y a la fameuse transition entre Vendémiaire et l'Égypte, quoi. Où est l'Italie ? Voilà. Alors, l'Italie dans une lettre quand même. Oui, il l'aborde rapidement. Bonaparte dit à Joséphine, j'ai conquis toute l'Italie. Donc effectivement, c'est bien résumé, c'est rapide. Voilà, moi c'est le moment séparé qui, bon voilà, c'est l'ellipse qui est pour moi un peu terrible, mais bon, vous en avez une autre Pour moi, c'est la transition entre Moscou et la oui, retraite et l'abdication. Oui, parce que là, c'est dans la même phrase. C'est visuellement, c'est le même plan, la même phrase. On a Napoléon à cheval dans la neige. D'ailleurs, il n'y était plus, mais bon, peu importe. Napoléon à cheval dans la neige. Et puis la voix off de Talleyrand qui lui dit vous avez perdu 600 000 hommes en Russie, et donc, vous êtes exilé. Et ce therefore, vous êtes exilé. Et là, ce donc, c'est une année et demie qui disparaît. On dirait vraiment un risque avec un maître du jeu qui serait un peu sévère, qui dit voilà, vous voyez bien que vous les avez tous perdus, vous avez perdu, quoi. Pareil pour l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il va en Égypte ? À aucun moment c'est précisé.
Mais alors là, ça renvoie à un problème fondamental. Soit, effectivement, toutes les scènes d'introduction ont été coupées et seront toutes dans la version longue, soit la construction du film repose sur des scènes qui sont précédées d'aucune montée des enjeux dramatiques. Le passage à l'Empire, en particulier, c'est très frappant. On passe à l'Empire, mais on ne sait pas pourquoi il faut un Empire. C'est pas pourquoi le consulat ne suffirait pas. Après tout, il a déjà pris le pouvoir. Donc, puis surtout, il vient de dire juste avant qu'il ne voulait pas être roi. Exactement. Et donc là, consul, ça lui suffisait. aucun enjeu n'est posé. Du coup, les événements s'enchaînent, évidemment, sans qu'on comprenne bien ce qui se passe. On est une autre catégorie, mais cette fois qui renvoie au choix des comédiens. Alors, c'est la catégorie de la meilleure ou de la pire performance, soit pour un acteur, soit pour Joaquin Phoenix, qui est on peut évidemment faire un de chaque, non au centre du film. Voilà, on peut faire la meilleure et la pire chacun, je pense. Voilà, très bien. Alors, Valentin. Alors, meilleur. Alors, je dirais pire performance. Je dirais pas que c'est la performance de Vanessa Kirby, c'est ça, qui pose problème. C'est plus sa direction, parce que l'actrice, pour beaucoup ont pu la voir dans The Crown, je crois. C'est une bonne actrice, quoi. Mais je trouve qu'elle a été très mal dirigée. C'est-à-dire qu'elle renvoie quelque chose de Joséphine, de ce que j'en sais, qui est pour moi complètement faux, quoi. C'est-à-dire qu'elle est froide, elle subit de bout en bout. Elle a aucun protagonisme en fait dans ce qui se passe. Elle subit de bout en bout. C'est-à-dire que Joséphine était, de ce que je sais, quelqu'un quand même de pas mal impliqué, qui exprimait beaucoup. C'était un personnage haut en couleur. Là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'extrêmement froid. Et voilà, moi ça m'a dérangé pas mal, en tout cas. Et le meilleur ? Et le meilleur, alors j'avoue, je ne me suis même pas posé la question. Non, bon, on peut faire le tour. Ouais, allez-y, que j'y réfléchisse parce que. Pour moi, le pire, assez clairement, pour moi, c'est Robespierre. Qui, par ailleurs, ils ont choisi un acteur qui ressemble quand même à Danton, ce qui est, ou à d'autres, mais en tout cas certainement pas à Robespierre, qui joue assez mal, qui bug, on comprend pas. Vraiment, c'est pas du tout Robespierre à la tribune. C'est pas du tout Robespierre. Il y a rien propre à Robespierre. Donc heureusement, il se suicide assez vite. Bon bref, ça se termine assez rapidement, mais c'est quand même un choix abominable. Et la meilleure, moi j'ai un petit faible pour Talleyrand. Je trouve que c'est pas si mal. Je trouve qu'il exprime assez bien l'image que je me faisais de lui, c'est-à-dire ce truc un peu sinueux, un peu sournois, un peu obséquieux, et en même temps... Pas très marquant quand même. Ah après, non, mais... le film lui donne pas énormément de choses à faire, mais... Non, mais je trouve que c'est en tout cas assez juste par rapport à... bon, c'est pas performance d'un acteur, c'est pas le personnage coup de cœur. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal joué, quoi. Alors, juste pour terminer sur la question de Joséphine, parce que je me suis rappelé d'un truc, cette histoire de Joséphine très froide, qui subit de bout en bout, ça correspond aussi, il faut le mettre en exergue avec le fait que Ridley Scott a choisi une actrice donc plus jeune que Joaquin Phoenix. Oui, ça c'est un énorme problème, malgré tout. Et 14 ans plus jeune. Complètement. Et c'est toujours la même chose avec les films américains, c'est la même chose avec Le Alexandre, où Angelina Jolie et... Val Kilmer. Angelina, c'est la mère d'Alexandre dans le film. Oui, mais justement, elle n'est pas plus vieille que Tout à fait. Oui, elle est à peine plus vieille que Colin Farrell. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est toujours... Ouais. Les femmes, on prend une actrice jeune pour... Bon. Et en plus, ce que je voulais dire, c'est que le jeu même de l'actrice, la direction d'acteur de Vanessa Kirby va dans ce sens-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a assumé le point de vue complètement. C'est-à-dire que Napoléon fait plus âgé, a la maîtrise complète d'elle, alors qu'en fait, pendant tout le début de la carrière de Bonaparte, c'est Joséphine qui fait sa carrière, quoi. Oui, d'ailleurs, à un moment, elle dit You are nothing without me, mais en fait, le film ne le montre jamais. Ne montre jamais qu'est-ce qui ferait d'elle, ce personnage, effectivement, dans l'histoire, absolument essentiel à son ascension politique par ses réseaux, par son entre-gens, par sa statut social. On la voit de temps en temps prendre un verre au milieu d'un bal, etc. Je ne sais pas si c'est censé être ça, son moment de grande politique, mais sinon... On ne comprend rien. Il dit aussi c'est moi qui rattrape toutes tes bêtises, etc. Quand, où, comment. Peut-être que c'est des scènes coupées, mais ça aurait été intéressant de regarder. Ça fera beaucoup. Alors moi, la pire performance de très loin, c'est Joaquin Phoenix. J'ai pas compris ce casting et ce choix de jeu. Et je trouve qu'il y a des maniérismes, une platitude forcée, une espèce de fausse incarnation de la grandeur, comme si la grandeur devait être silencieuse, hiératique, renfrognée. Et il n'y a rien de ce Bonaparte juvénile en particulier. Il a 26 ans au moment de Vendémiaire. J'ai bien aimé en revanche le casting du Tsar Alexandre. Pour le coup, ce jeune tsar ambigu, qui aimerait, dont on sait que les sentiments étaient partagés, qui étaient partagés entre l'affection, la méfiance envers Napoléon. Et puis j'ai bien aimé aussi l'acteur qui joue Colincourt, mais je pense que c'est simplement parce qu'il joue aussi dans Andorre, du coup c'est un visage familier. Non, quoi ? Andorre, la série. Oui, c'est vrai. La série Star Wars. C'est vrai. Bon, du coup, pour le bon choix de casting, oui, effectivement, Alexandre était pas mal. Qu'est-ce que vous avez pensé de Tahar Rahim ?
En fait, moi, c'est très perturbant parce que je pense qu'il a été doublé complètement Ouais. en anglais parce Ouais. que je ne reconnais pas du tout sa voix Ouais. du tout. Donc c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est pas un mauvais choix Non, dans ouais. l'idée Non, je pour le trouvais jouer pas trop Barras, mal, ouais. donc Paul Barras, qui est donc quelqu'un qui a été assez essentiel à l'ascension de Bonaparte. Mais en même temps, c'est toujours compliqué de juger un acteur doublé Ouais. parce que voilà, moi je le connais, Rahim. Enfin, je connais la voix, je connais sa manière de jouer, et là, ou alors il a vraiment beaucoup répété, mais il n'y a pas beaucoup grand chose de vivant. Je trouve. Ouais. On a oublié de parler de Rupert Everett, qui joue Wellesley, le duc de Wellington, qui l'incarne quand même. Il n'a pas grand-chose à faire non plus, mais il a un peu plus de force d'incarnation que pas mal d'autres figures qui C'est vrai, passent dans le film. c'est vrai. Ah oui, absolument. Ouais. Quel est le personnage qu'on aurait aimé voir davantage? Parce que dans cette galerie de portraits, on a une figure centrale, Bonaparte, Napoléon, qui est ultra présente. On a parlé de Joséphine, c'est clairement pas un film féministe. Je pense que le film de Ridley Scott ne passe pas le test de Bechdel, le fameux clairement. test qui permet de Clairement. savoir si les personnages féminins existent en dehors de leur rapport aux hommes. Je pense que ce n'est pas le cas. Il en faut deux. Il faut qu'il y ait deux femmes qui parlent d'autre chose que d'un homme. Donc là, il faudrait le revoir. Quelle serait la deuxième Marie-Louise Mel. Il faudrait le revoir, je pense Non, vraiment non, pas que ce soit le cas. Du coup, dans cet entourage napoléonien, qui est-ce qu'on aurait pu voir davantage? Alexandre, qui est-ce qu'on aurait aimé voir davantage? Alors moi c'est Fouché qu'on aperçoit à un moment dans une scène où Bonaparte lui demande un truc, etc. Mais pas pour Fouché, enfin je sais pas s'il joue bien ou pas parce qu'il dit 3 mots le mec, mais c'est pas ça, c'est que ça aurait permis de parler un peu plus de l'intérieur, Ouais. du maintien de l'ordre, de ce que c'est que gérer une opposition royaliste, qu'il Oui, et puis de s'agit donner à un peu de moment. profondeur, un peu de mystère avec tout ce que le personnage véhicule. Exactement, parler aussi de le code civil, etc. Enfin, ça aurait en fait, si Fouché avait été plus présent, on aurait plus parlé de ce qui se passe à l'intérieur de la France, ce qui n'aurait pas été inintéressant à l'intérieur de ce film. Cela dit, on dit aussi qu'il est déjà trop long, enfin qu'il y avait déjà trop Ceci dit, d'ambition. on pouvait couper dans quelques scènes de batifolage mondains ou sur des canapés un peu répétitives. Alors j'ai plusieurs possibilités. Le choix simple, on aurait aimé voir un peu plus de généraux, de maréchaux qui font la guerre la plupart du temps sans Bonaparte et qui réussissent pas toujours. Là, on a l'impression que Napoléon dirige tout, qu'il délègue rien, que D'ailleurs, il y a Junot au début. il y a Davout qu'on aperçoit parce qu'il a des lunettes Ouais. et Ney à la fin, mais il ressemble pas du tout à Ney. Ouais, On c'est comprend ça. juste que c'est Il Ney est parce pas qu'il- nommé, donc Non, c'est non. pas- Ouais. Donc bon. Donc Ney, c'est à Waterloo, c'est Ouais, pour c'est ça. ça qu'on sait que c'est lui, mais bon. On le dit, oui. Et alors, mon choix de cœur, je dirais, c'est... alors moi, j'aurais bien aimé voir, mais dans un monde idéal, j'aurais bien aimé voir pour l'ascension, pour la jeunesse de Bonaparte, les deux personnages qui l'ont aidé, qui l'ont fait grandir, qui sont pas très connus du tout, hein, qui étaient le Corse Salicetti, qui était député, et Augustin Robespierre, qui était... on peut quasiment dire son ami, en tout cas, qui était un individu qui était proche de lui à l'armée d'Italie, à Toulon, et qui ont eu un rôle très important sur son ascension. Salicetti parce qu'il faisait partie du réseau Corse et que c'est lui qui a écouté son plan de Toulon pour la première fois, et Augustin parce que c'est avec lui que Bonaparte a commencé à vraiment réfléchir à des plans d'envergure, c'est-à-dire Donc Augustin Robespierre qui est... le frère de Robespierre, bonbon pour les intimes. Moi, j'aurais aimé voir plus de gens ordinaires. C'est un film qui a un mépris assez complet pour les Français ordinaires ou les Européens ordinaires d'ailleurs. Et c'est dommage parce que je pense que ça tranche avec ce qui avait fait la réussite de certains films historiques de Ridley Scott, c'est-à-dire que Gladiator, on voit un entre guillemets général romain proche de ses hommes et ensuite qui devient ami avec plein de gens de milieux variés dans les scènes de combat, dans les arrières salles de préparation de Gladiator, etc. Dans Kingdom of Heaven, on voit tout l'entourage de Balian, le personnage d'Orlando Bloom, avec les gens qui l'aident sur son domaine, avec les membres de son entourage. Et là, on a non seulement un Bonaparte extrêmement seul, sans aucun maréchal, quasiment, mais on n'a pas du tout de mise en lien avec les gens ordinaires. Et le film est un peu hypocrite sur ce point, puisqu'il se termine avec ce tableau des Français morts sous Napoléon, avec comme ça cette litanie de chiffres sur le carton final en disant au total, voilà, des centaines de milliers de morts, etc. Mais en fait, ces morts, ils ne nous ont jamais amené à nous intéresser à eux. Ils ne sont jamais montrés véritablement. Donc je trouve que c'est un film qui a un problème de focalisation de ce point de vue-là. Alors maintenant, la catégorisation, c'est l'oubli le plus dommageable. Alors cette fois pas Sur la période. ouais, Voilà. pas en termes de personnages, mais en termes de enfin,
il y a une infinité d'événements et de séquences, mais André, donc... Oui, l'idée de cette catégorie, c'est, vu que Ridley Scott a eu un budget absolument gigantesque, qu'il a quand même pu tourner de quoi faire 4h30 de film, il a fait des choix dont on a dit pourquoi ils posaient problème, notamment par leurs ellipses. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'ils choisissent de différent? Alors pareil, plusieurs possibilités. La première, l'enjeu des guerres, c'est-à-dire l'échelle stratégique, l'échelle opérationnelle. On a l'impression que toutes les batailles ont lieu au niveau tactique, qu'il n'y a rien entre les deux. Et puis le choix... Il y a quand même une scène où il marche sur une sorte de grand plan de l'Europe Ouais, juste avant Waterloo, en ouais. déplaçant. Alors, ça m'a pas paru très réaliste, mais comme j'y connais rien, je ne voulais pas trop m'avancer, mais non. l'idée qu'on marche comme ça sur une sorte de carte au sol en déplaçant des bouts de bois représentant des armées. Alors ça, dans une certaine mesure, oui, parce qu'effectivement, il déployait des grandes cartes, ça c'est vrai. Mais en fait, cette scène permet juste de dire que avant la bataille de Waterloo, oui, il faut battre les Anglais avant que les Prussiens ne les rejoignent. Ça met juste l'enjeu de la bataille. Mais c'est tout, hein. Le reste, il n'y a rien. Pour l'Égypte, on comprend pas pourquoi ils y vont. La Russie... aussi, ils parlent du commerce avec les Anglais rapidement, mais c'est survolé. Et un autre problème, qui est un oubli dommageable, c'est le rétablissement de l'esclavage, l'établissement des droits le droit de la famille, le droit des minorités. Il n'y a rien, alors qu'il y a plein de travaux qui sont en cours sur le rétablissement de l'esclavage, le rétablissement de la police des Noirs, recensement des Noirs, et même, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir Dumas au Sacre. Parce qu'on voit Dumas au Sacre alors qu'il n'y était pas. Oui, rappelons que le général Dumas, c'est cet Dumas officier père, enfin, Dumas le père. père. Le père d'Alexandre Le père Dumas, du père. qui donc était métis, si je ne me trompe pas. Et bon, je trouve ça un peu insultant, quasiment, en un sens. Oui, disons que c'est une manière d'afficher la représentativité qui n'est pas conforme ni historiquement au rôle qu'a joué Napoléon vis-à-vis des Noirs, ni à la position qu'avait le général Dumas à ce moment-là de l'histoire. Après, il faut toujours voir, est-ce que c'est pas les... Enfin, il y a des règles à Hollywood, donc est-ce qu'il en a pas profité? Mais le fait est que, particulièrement pour Dumas, qui est un personnage qui a eu une importance prédominante, notamment dans l'armée des Alpes, etc., enfin, Ouais. qui a eu une position vraiment importante et qui a vraiment tiré son épingle du jeu pendant la période révolutionnaire, en l'occurrence, c'est particulièrement significatif Ah oui, qu'il n'y soit complètement. pas. Et d'ailleurs, à un moment, je me suis dit, mais enfin, ça pourrait être Toussaint Louverture, ça pourrait être n'importe qui, quoi. Ouais, effectivement. Parce que le personnage ne parle pas non plus. Ouais. Oui, non, Non, mais il aucun est moment. identifié. Du pur affichage. Alors, bon, évidemment, on pense en campagne d'Italie, évidemment, mais je crois qu'elle sera présente dans la version longue parce qu'il a tourné Marengo, et du coup, ça apparaît. Et en fait, dans la liste des batailles finales, il y a Marengo, et on ne comprend pas pourquoi, si ce n'est que ça a été dans le directeur Scott. Je dirais la bataille de Leipzig, en 1813, et tout l'enjeu allemand. Et en fait, c'est vraiment ce morceau manquant entre la Russie et la première abdication. Et du coup, tout l'enjeu national. Parce que c'est vrai qu'on a vaguement des Russes, une sorte de partisans russes qui clouent au poteau, qui clouent aux arbres des officiers napoléoniens. Mais on n'a pas tellement cette idée que les nations européennes se sont levées contre Bonaparte, que aussi bien en Italie, en Espagne, dans l'espace allemand, l'idée nationale est passée à travers la Révolution et à travers les armées napoléoniennes, et que du coup, montrer quelque chose de l'ordre du national en réaction à la France, on a tous en tête les tableaux de Goya évidemment, mais pas seulement, ça pouvait faire partie du film, et là c'est un petit peu manquant de mon point de vue. Ouais, moi, je vais rester sur les campagnes italiennes. Alors, si elles sont présentes dans la Director's Vous n'avez Cut... pas regretté le manque de bateaux? Non, c'est vrai qu'il y en a un peu au début. Mais bon, à part Aboukir et Trafalgar, il n'y avait pas grand-chose à raconter. Trafalgar, c'est bien. Oui, mais Trafalgar, Napoléon n'y était pas. Et donc, Ouais. dans un sens, ça ne pouvait pas y être. Et puis, ça va, Trafalgar, on l'a déjà vu. Enfin bon, je me passe d'un Trafalgar de plus. Mais non, les campagnes d'Italie, je pense que c'est vraiment manquant, notamment du point de vue de la narration, parce que on présente Bonaparte comme une espèce de rockstar après le siège de Toulon, sauf que c'est pas vrai. Le siège de Toulon lui a donné un petit prestige, ça c'est sûr, mais c'est pas du tout. Ouais. pas du tout ce qui lui permettrait de s'imposer, que ce soit Absolument dans les pas. salons Oui, il est ou déjà sur presque incontournable auprès de Barras, qui dit « j'ai besoin de vous ». Et ça n'a aucun sens sans la campagne d'Italie. Et ça n'a aucun clairement. sens sans ces victoires qui, voilà, là est le panache, là est Pont-d'Arcole. Enfin, tout ça, c'est les épisodes qui commencent déjà à donner l'aura romantique autour de Napoléon, qui expliquent tout ce qui va venir après et autour, et de toute cette puissance symbolique d'évocation et d'entraînement. C'est en Italie que ça se joue, pas du tout au siège du Toulon où personne n'était, qui intéresse... Ni à Paris. Ni tirer sur les royalistes, qui est bien, c'est ça. bon, c'est clivant aussi. Donc, si on voulait... Encore, ça me gêne pas que... Si ça me gêne, mais qu'on fasse que l'épopée soit un peu séquencée. Mais pour ça, il faut vraiment bien caractériser l'espèce d'élan d'entraînement du début de carrière de Bonaparte. Et là, il manque, je trouve, la pièce essentielle du puzzle, quoi.
Alors on a un petit peu commencé à répondre, mais je pense qu'il faut quand même se poser la question. C'est un film sur un personnage qui a dirigé la France pendant une grosse quinzaine d'années, qui a eu une trajectoire politique absolument exceptionnelle. Est-ce que le film dit quelque chose politiquement ? Je ne suis pas sûr que la politique, de manière générale, soit le point fort de Ridley Scott quand on regarde ses différents films. J'ai en particulier le souvenir terrible d'un grand discours prononcé par Russell Crowe dans Robin des Bois pour essayer d'extorquer la Magna Carta au roi. Bon, c'est pas un morceau de bravoure très très réussi. Du coup, que dit le film politiquement de son personnage central et des rapports de pouvoir et des conceptions même du pouvoir autour de lui ? Peut-être que les Anglais n'aiment pas trop Napoléon. Ouais. Ça me paraît un truc essentiel. Non, mais parce que, effectivement... Oui, mais il l'aime pas en tant qu'amant et conduit, plus qu'en tant que menace politique. Parce que non, mais là, je parle de Ridley Scott. Oui, mais du coup, on sent pas vraiment... Enfin, c'est un Napoléon très dépolitisé pour moi. C'est ça qui m'a perturbé aussi, c'est que c'est un film qui le dépolitise beaucoup. Alors moi, je peux revenir, mais ça me fait penser, c'est un truc que j'ai oublié aussi sur les moments bien, il y a un truc avec le moment du coup d'État. Parce que c'est une scène qui est complètement ridicule, qui est quasiment Buster Keatonienne. Et du coup, je trouve que ça dit quelque chose, mine de rien, sur ces espèces de moments un peu charnières qui, pour le coup, sont, si on regarde en détail, c'est complètement foutraque, ridicule, ça passe à deux doigts de foirer. Et pour autant, ça devient, a posteriori, ça entre dans la grande narration des moments qui, inévitablement, allaient mener à ce que c'est devenu. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tout le film, mais en tout cas, c'est en tout cas un coup d'œil politique que je ne trouve pas inintéressant de ce point de vue-là. Alors peut-être d'abord sur Brumaire pour rebondir sur ce que vient de dire Alexandre, parce que Brumaire, le coup d'État est montré d'une manière... pas entièrement irréaliste, sur le fait que effectivement, ça a chauffé et ça n'allait pas de soi et qu'il a été effectivement malmené au Conseil des 500 avant ensuite que l'armée puisse littéralement faire évacuer les lieux. Et puis plus largement sur la portée politique du film. Alors sur la portée politique du film, il y a deux choses. Alors effectivement, comme vous le disiez juste avant, les Anglais n'aiment pas Napoléon. Mais alors on pouvait se poser la question de savoir si ce discours serait réutilisé là. Visiblement, c'est le cas. Mais c'est un discours contre-révolutionnaire quasiment. Alors, j'ai deux théories une qui est un peu plus politique, sérieuse, et une autre un peu plus rigolote. La sérieuse, c'est Napoléon vu par les Anglais, mais même le peuple français vu par les Anglais. On a l'impression qu'au début, le peuple révolutionnaire, le peuple français est en révolution, étant une espèce de masse grouillante, chaotique, qui du coup s'est défait de sa direction et ne sait pas trop comment se diriger. Bonaparte la canalise, la châtie d'abord avec l'épisode des royalistes, avec la mitraille sur la foule. Ensuite, il canalise cette force pour l'utiliser en bataille. Et vous avez noté qu'il y a quand même, dans 2 tiers des batailles, peut-être sauf à Austerlitz, les Français sont toujours en train de charger, d'avancer, de foncer. Donc il utilisait cette fougue populaire pour, en un sens, suivre ses aspirations, ses ambitions, vers des batailles inutiles, et qui sont tout d'un coup arrêtées par un peuple qui, lui, se tient en ligne et flegmatique. Vous avez vu cette séquence avec Wellington qui passe à travers les rangs, qui dit lads, stand, restez droit, tenez contre l'adversaire, votre flegme vaincra. Et de fait, les Anglais repoussent cette masse française qui arrive complètement désordonnée avec leur chef en plein milieu. Et donc voilà, ça c'est le discours anglais classique. J'espérais pas le revoir ici, c'est le cas. Et l'autre théorie que j'ai, qui est un peu plus rigolote, et qui est qu'effectivement c'est un film qui n'est pas un Napoléon apolitisé, mais c'est un Napoléon qui est, selon moi, un truand. Alors, Ridley Scott avait dit, dans une de ses interviews, qu'il considérait Napoléon comme un gangster. Et de fait, il y a pas mal d'éléments dans ce film qui rappellent les films de gangsters. Le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la fin du film. À la fin du film, Bonaparte est sur sa chaise et meurt en tombant sur le côté. Alors moi, ça m'a rappelé tout de suite la mort de Michael ou de Vito Corleone. Et quand on y pense, en fait... Parce que rappelons qu'on sait très bien que c'est pas comme ça, il est mort dans son lit. Ah oui, non, oui, effectivement. Et alors, il y a beaucoup d'autres éléments qui font penser à un gigantesque hold-up, peut-être le hold-up du siècle. Et quand il prend la couronne, la couronne impériale, il y a un côté... les gens s'y attendent pas à ce qu'ils la prennent. On entend dans la foule une espèce de « waouh », comme si c'était, comme s'il venait de voler un super truc. Alors ouais, et ça donne un côté hold-up. Oui, avec la conversation en plus avec l'un de ses aides de camp, je ne sais plus qui c'est, en Égypte, où il doit lui révéler l'infidélité de Joséphine, mais il n'ose pas le faire, un petit peu comme quand on s'adresse à un parrain de la mafia, et on n'ose pas lui... Oui, il a peur de se faire buter. Il a peur de se faire buter. C'est ça, exactement. Il a peur de se faire buter dans un fond d'un resto italien. Génial, absolument. Et
J'ajouterais qu'il lui donne un petit côté chef de mafia, chef de clan avec sa famille, sa mère, un petit peu suspecte. Un autre truc aussi, c'est la musique. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez écouté le premier morceau du soundtrack qui s'appelle Napoleon's Piano. Et alors, il y a un petit début de piano. Ensuite, il y a un accordéon, puis des cuivres, une petite trompette. Et ça ressemble à s'y méprendre à une ambiance de mafia italienne. Et on sent un petit peu ce côté-là pendant tout le film. Alors, c'est mon interprétation. Et bon, voilà, on la garde pas. Il n'y a pas grand-chose de mieux à faire avec ce film que balancer des théories comme ça. En vrai ? Alors, moi, je suis assez séduit par cette interprétation, avec un élément qui l'inscrit malgré tout un peu plus dans un grand discours politique, qui est l'obsession pour la filiation. Le côté, il faut un fils. Bon, ça, c'est un problème réel pour toutes les dynasties, c'est un problème pour les dynasties qui essaient de s'installer, mais du coup, ça devient le principal moteur politique, avec ce paradoxe qui, en même temps, à la fois, ça politise, ça dépolitise, parce que la relation avec Joséphine, vous l'avez dit, devient le pivot de tout, et en particulier ce qui est très frappant, là encore c'est pas pour pinailler et dire c'est pas la bonne date, mais décaler le décès de Joséphine en 1815 au lieu de 1814, ça en fait la motivation du retour des 100 jours, du retour de l'île d'Elbe, et du coup toute la tentative de reprendre le pouvoir et de transformer l'Empire pour en faire une sorte de seconde phase plus populaire, sans aller jusqu'au bout toutefois, les actes additionnels à la constitution de l'Empire, etc., ça devient purement une sorte de retour de l'amant et conduit pour retrouver une dernière fois celle qu'il a aimée, et là la dépolitisation est totale. Donc voilà, j'étais un peu perturbé par ce discours du film qui me paraît pas très clair lui-même, qui à mon avis ne sait pas exactement ce qu'il veut dire de ce que c'est qu'un grand homme, de ce que c'est qu'exercer le pouvoir, de ce que c'est que diriger un pays. J'ai pas l'impression qu'il ait les idées très claires là-dessus, au-delà d'un certain nombre de tableaux visuels, comme souvent chez le réalisateur. Oui, pour citer, je suis un homme mais j'ai des fêlures, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, ouais. c'est toujours la même chose. Ensuite, peut-être plus largement, c'est la question de savoir si le film a un propos géopolitique. Alors, bonne question. Moi, je le trouve pas trop, si ce n'est que la Russie, c'est grand et que les Cosaques sont fourbes. À part ça... Si, Rules Britannia, un petit peu. Au ouais. Congrès Ah oui, de parce Vienne, qu'il parle beaucoup des bateaux, il est très jaloux. Non, mais même au Congrès de Vienne, c'est oui. Wellington qui est au bout de la table, qui dit à toute l'Europe, bon, vous êtes nuls, vous savez pas vous en charger, maintenant c'est notre tour, vous allez voir comment on va le battre. Donc bon... Oui, l'Autriche n'est pas montrée de manière très Oui, glorieuse. Ah non, clairement, les Russes Ce serait non plutôt plus. Metternich Ouais, si c'était quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça, mais en fait, non. Mais ouais. c'est Wellington, quoi. C'est vrai que on est allé vite là-dessus, mais c'est vrai que la dimension contre-révolutionnaire au début du film, en particulier avec la scène de l'exécution de Marie-Antoinette, les cartons d'ouverture qui expliquent que la révolution est due à la misère et que le roi est visé avec 11 000 de ses partisans. Donc je pense qu'ils ont pris une addition des victimes de la terreur et qu'ils ont dit que 11 000 partisans du roi sont visés, mais c'est pas les purges staliniennes, c'est-à-dire c'est pas non plus, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Donc voilà, la dynamique révolutionnaire, ce que le film dit de la révolution, est évidemment très très loin de ce que quelqu'un d'autre aurait pu en dire. Sur le plan géopolitique, Alexandre Non, mais je sais pas. J'ai pas de... Oui, mais le fait de ne pas savoir, ça dit quelque chose aussi du film. Oui, c'est clairement, complètement quelque chose. Un Napoléon qui ne dit rien de l'Europe, des rapports de force, des empires, des nations. Mais j'allais dire, c'est presque le géo qui est... À part pour la Russie, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'expression de l'espace européen. C'est-à-dire, Austerlitz, on n'a pas d'impression de où ils vont. Je pense pas qu'il y ait de carte, ou peut-être une de carte dynamique en passant, quoi. Rapidement. C'est-à-dire, On n'a pas de carte dynamique, non, ça c'est sûr. Il n'y a pas de cette espèce d'impression de, Napoléon qui sort de ses frontières, qui défait successivement toutes les coalitions, le côté... Non, et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, on n'a pas cette notion des coalitions successives, c'est toujours les mêmes, plus ou moins, alors on dit trahissent, ils trahissent pas, c'est pas très clairement exprimé. Ouais. Le blocus est mentionné, je crois, une fois dans une réplique, mais c'est quand même ça l'histoire, c'est tous ils se mettent ensemble, Napoléon gagne, ils se remettent ensemble, Napoléon regagne, ça arrive 4 ou 5 fois. C'est marrant comme histoire, c'est presque comique à raconter comme ça, et du coup c'est complètement dissipé, c'est des affaires de personnes, c'est... 3 empereurs, dont un immature et l'autre qui sert à rien. Enfin, c'est ça que j'allais dire. En fait, c'est comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de peuple. C'est des souverains qui décident entre eux de l'avenir de l'Europe sur des empoignades diverses.
Ce que n'ont pas les films sur guerre épée, qui adaptent Guerre épée, parce que le propos de Tolstoï, c'est de montrer qu'il y a quand même une masse derrière, en fait, qui est tout un ensemble, tout un peuple, toute une armée grouillante qui par la contrainte ou par l'adhésion, suit ces gens-là. Et la question se pose aussi, parce que là, vraiment, c'est comme s'il joue aux échecs, mais même sur des questions très futiles. Alexandre qui va voir Joséphine après pour soi-disant la piquer à Bonaparte. Enfin, c'est bon, on a l'impression que voilà, c'est des enjeux de pouvoir. Ça, c'est extrêmement sordide. Ouais. Après, en fait, il est allé la voir. C'est une réalité. Elle aurait attrapé froid pendant cette rencontre. C'est une réalité. Voilà. Mais alors, il n'est pas allé la voir pour la tchatcher, quoi. André, est-ce que vous avez un propos géopolitique? Non? Non, vraiment pas. Ouais, bon, on est d'accord. Et enfin, peut-être sur le plan plus directement représentation de la guerre, puisqu'on a quand même quelques batailles, on en a 2 voire 3 si on met le siège de Toulon dedans. Mais Et Borodino, une semi-bataille de Borodino, un bout de charge à Borodino, on va dire. Ouais, oui, c'est vrai. Affiché comme ça. En tout cas, il y a un carton Borodino. Il faut dire que le film est scandé par des cartons qui disent Toulon, Austerlitz, Borodino, etc. Donc ça fait partie. Enfin, bon. Les 2 séquences les plus longues, c'est clairement Austerlitz et Waterloo. Ouais. Et oui, l'Égypte éventuellement, si on considère que c'est... Mais c'est intéressant. En fait, c'est le problème. Il y a une réponse pisse-froid à faire à ça, qui est de dire c'est pas Bondarchuk. Ce qui est vrai. Oui. Donc rappelons, il y a 2 grands films de Sergei Bondarchuk, il y a une adaptation de Guerre épée et il y a un Waterloo, qui sont des trucs complètement délirants, puisque le mec y allait avec tous les moyens de l'URSS et il a construit des collines au bulldozer et tout ça. Donc, enfin, c'est complètement hallucinant. 100 000 figurants, là il y en a 1000. Voilà. Combien? 1000. Alors, Bondarchuk en avait 100 000, il y avait 2... Oui, mais il n'avait pas d'ordinateur. Non, il n'avait pas d'ordinateur. Hein. Non. Donc les 1000 deviennent évidemment beaucoup plus avec le... Et encore. Hein. Non, mais du coup, effectivement, il y a un truc de très grand spectacle dans les films de Bondarchuk. Mais bon, quand je disais c'est un truc de pisse-froid, c'est si on veut aller voir les films de Bondarchuk, on peut voir les films de Bondarchuk qui sont en accès libre. Donc il ne s'agissait pas particulièrement de refaire la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Donc tout va bien, il n'y a pas forcément besoin de les comparer à ça. Mais donc, il y a pour autant des choix dans la représentation des combats qui vont et qui vont pas, surtout qui vont pas, comment est-ce qu'on les caractériserait? Les choix dans la mise en scène de combat? Ouais. Je peux pointer du doigt des éléments. Hein. Moi, je peux dire un truc qui est bien, c'est que, et vous le pointiez notamment dans la vidéo avec Quentin sur le champ, il n'y a pas trop de boulets explosifs. Ce qui est quand même le gros problème en général, qui est que on représente de l'artillerie de l'époque moderne à peu près comme je sais pas, une mine antipersonnelle ou un missile moyenne portée, et donc dès que ça touche quelque chose, ça fait une grosse explosion de flammes et de fumée. Un boulet, ça ne fait pas ça. Et d'ailleurs, il y arrive relativement subtilement, parce que dans la neige à Austerlitz, ça fait quand même un peu du spectacle, parce que c'est la neige qui à Waterloo, il tape dans des talus de manière évidente, donc on peut comprendre que ça se voit un peu plus que si c'est juste un boulet qui s'enfonce. Donc bon point, il n'a pas abusé des boulets explosifs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde au fur et à mesure des années. Deuxième bon point pour moi, pas mal de plans aériens et de plans généraux. Et c'est vrai que pour des films qui représentent des batailles, de mon point de vue, c'est très reposant de ne pas être dans la mise en scène cut ultra rythmée, où on est au niveau des personnages, un peu à la façon dont certaines batailles finales des dernières saisons de Game of Thrones nous plaçaient au milieu des mêlées de manière absolument permettant pas du tout de dégager des perspectives, de comprendre visuellement, de comprendre l'espace. Et là, Waterloo, par exemple, est filmé à plusieurs moments avec des vues aériennes, où on comprend qu'il y a des mouvements, on comprend qu'il y a des distances. Alors après, on pourra discuter de l'échelle de la bataille, qui n'est pas la bonne, mais malgré tout, on n'est pas uniquement dans des mêlées. Voilà, c'est des batailles et pas des mêlées, et ça, je trouve que c'est plutôt agréable à voir pour la mise en perspective. Après, est-ce que ça monte des batailles? Évidemment, c'est autre chose. Je vois Valentin qui lève les yeux au ciel au moment même où je finis ma phrase. Non, mais oui, vous avez raison pour les boulets. Alors du coup, on n'a pas vu ce qu'ils faisaient concrètement, parce que là, on a juste l'impression qu'ils tombent dans le sol et que il y a une petite gerbe de terre qui s'élève. Mais on voit pas les effets concrètement sur les gens. Ouais, on remarque aussi que dès qu'il leur donne un tir d'artillerie, Napoléon est systématiquement entre 2 canons et se met les mains sur les oreilles. Ça, c'est presque un running gag. C'est un running gag. Hein, clairement.
bon, c'est au moins quelque chose, quoi. Mais on voit pas de fauchage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où les boulets traversent les rangs, quoi. On voit pas les effets concrets des boulets, quoi. Parce que les rangs sont pas très très serrés. Ah oui, bah oui, Et ça, c'est un des problèmes. c'est un des gros problèmes. Mais c'est le grand problème absolu de la guerre moderne, c'est que la guerre moderne, c'est quand même extrêmement ennuyeux. C'est quand même des lignes qui s'avancent au pas parce qu'ils sont bien drillés, etc. Et ensuite, ils se font éclater patiemment. Oui, ils avancent en formation suicide. Voilà, vraiment, c'est terrifiant. C'est ça qui est atroce. C'est ça qui est très beau dans Barry Lyndon, justement. C'est ça qui est Ouais, très beau c'est dans clair. Barry Lyndon. Dans The Patriot aussi, c'est assez bien représenté. Non. Ouais, The Patriot, c'est un peu terrible, mais bref, on va pas en parler. Bah, en tout cas, il y a bien cette idée de ligne qui Alors, s'avance ouais, mais en fait, progressivement, etc. ouais. Et cette terreur-là. Mais effectivement, là, bon, c'est pas. Parfois, j'ai un peu l'impression de voir l'attaque des Germains dans Gladiator plus qu'une bataille de l'époque moderne. Ouais, alors il y a plusieurs trucs qui vont pas. Alors, je vais pas faire la liste non plus, mais moi le truc qui m'a le plus étonné, c'est les retranchements, quoi. Enfin, c'est en fait cette idée Première Guerre mondiale. Alors un truc que je tiens à dire aussi, c'est que les retranchements, ils étaient utilisés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une guerre retranchée qui a lieu pendant la Révolution française, surtout. C'est-à-dire que redoute, fort retranché, c'est le quotidien des soldats. Ils passent une grande partie de leur temps enterrés. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans les films, notamment. Et alors, j'étais étonné, surpris, même plutôt content de le voir dans ce film-là. Mais là, c'est ridicule. C'est-à-dire que bon, il y a un petit fossé qui va leur servir de point de départ pour lancer un assaut. C'est très Première Guerre mondiale comme imaginaire. Mais je tiens à dire quand même que, bon, je sais pas qui lui a donné cette astuce ou cette envie de le faire, peut-être qu'il a juste voulu faire la Première Guerre mondiale, mais de fait, il y avait des retranchements à l'époque et qui sont utilisés de nombreuses fois. Et en particulier à Borodino. Borodino, c'est des énormes redoutes. Au Portugal, il y a les lignes de Torres Vedras qui sont des constructions monstrueuses et les retranchements sont quand même le quotidien des soldats de cette époque-là et dans lesquels il y a des combats et souvent les plus féroces parce que c'est à ce moment-là, dans ces rares moments-là, qu'on utilise la baïonnette. Au lieu de foncer en plein milieu d'une plaine, baïonnette en avant, contre une ligne de tireurs. Ça n'a pas de sens, alors que les retranchements sont les endroits où il y a vraiment le plus de combats à la baïonnette. Mais encore faut-il les construire, et c'est pas dans les batailles qui sont des grands trucs de manœuvre où on savait pas forcément qu'on allait se retrouver là. A priori, on n'a pas eu le temps de construire des tranchées. Alors, à Waterloo, Austerlitz, non, c'est pas le cas. Austerlitz, je pense qu'il y a aussi quelques aménagements, notamment dans l'aile droite française, mais à Borodino, bon, c'était le cas. Mais voilà, donc c'était pour les questions des retranchements. Bon, pas de tactique, pas de formation. C'est-à-dire que bon, on a l'impression que c'est effectivement, comme vous le disiez, des masses qui se lancent. On a quand même une formation de carré par les Britanniques j'allais à la y fin du film, j'allais y revenir. qui a une scène assez belle visuellement. Alors ça, c'est un autre... pareil, oui. Alors, C'est peut-être pas juste historiquement, mais visuellement c'est réussi. ouais, l'idée est bien, mais en fait, les carrés sont trop petits. Avec une masse aussi limitée, on ne peut pas résister à une charge de cavalerie. Les carrés ont la taille de brigade, normalement. Là, il y a quoi une compagnie dedans, peut-être? Je sais pas. Bref. Ouais, on dirait qu'il y a une cinquantaine de personnes. Ouais, c'est très très léger, quoi. Et bon, après, c'est la taille de ce qu'il avait comme figurant. Bon, je veux bien. Mais bon. Non, mais ça, c'est très vrai. Et précisément, mais moi, je trouve que c'est à ça qu'on distingue un bon d'un mauvais film historique sur la guerre. C'est la capacité à filmer la cavalerie et ce que c'est qu'une charge de cavalerie, c'est-à-dire ces masses de chevaux gigantesques, énormes, lourds, qui font trembler la terre Ça sur prend de la des place. centaines de mètres, qui prennent de la place, qui ont une énergie cinétique folle. Et effectivement, un petit carré avec 2 lignes de profondeur, Ça c'est fait super. 14 minutes, Voilà, ils vont se faire éclater Ah ouais. directement et on voit aucune raison pour lesquelles les cavaliers seraient obligés de tourner autour du carré. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est quasiment un truc de cow-boy. C'est déjà Oui, les cow-boys et c'est les ça, Indiens, exact, on met les wagons en En cercle. plus, je sais quoi. pas si vous avez vu, mais ils font charger les hommes avec les chevaux. C'est-à-dire qu'il y a une interpénétration entre les armes, un emploi confus. C'est d'abord cavalerie, ensuite infanterie, ensuite tout le monde en même temps. Et à la fin, les batailles, à chaque fois, c'est des espèces de grosses mêlées médiévales. Je sais pas si vous avez noté, mais à chaque fois, on a l'impression d'avoir un gloubi-boulga final avec tout le monde dedans. Austerlitz, c'est le cas. En fait, on a tout le monde dans la mêlée. On a cavaliers, soldats. Et quand on a des plans larges, on voit qu'il y a la ligne anglaise, le camp français, et au milieu, la mêlée. Et ça ressemble à un truc du Moyen-Âge. Ceci dit, Austerlitz, Filmé. il a quand même aussi voulu faire un hommage visuel au soldat Ryan avec les corps dans l'eau et les balles qui traversent l'eau. Et là, c'est Alors vraiment un précisons écho que visuel donc ça n'est pas comme ça que ça se direct à passe. ça. Austerlitz Ouais. Ouais, je pensais qu'on allait y revenir non, après. mais- Ou allons-y, oui, je pense Ouais. qu'on Ouais, ok. on a déjà un peu fait le tour. Comment ça se passe Austerlitz? Alors, il y a plusieurs trucs qui vont pas, notamment la question du plan. En fait, on nous présente Bonaparte comme étant une espèce de génie du plan, qu'il a prévu tout à l'avance, le piège. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que Scott avait essayé de faire et où est-ce qu'il avait tiré cette inspiration de Napoléon va aspirer l'ennemi pour le faire venir sur le côté, mettre des canons sous une bâche.
Alors ça a eu lieu, je crois, rapidement sur la droite de l'armée française à ce moment-là. Alors le mythe du Planche, ce qui est plus problématique, c'est qu'en fait c'est un mythe que Bonaparte a construit lui-même. Et en fait, Scott qui essaie de dire que il a compris que Bonaparte essaie de raconter sa propre histoire, tombe dans le piège de Bonaparte très facilement. Parce qu'en fait, le plan d'Austerlitz, le mythe du plan d'Austerlitz, c'est un faux complet. C'est-à-dire que Napoléon prend la décision de faire sa manœuvre à Austerlitz le soir même avant la bataille. Donc rappelons, le coup de génie, enfin je l'ai déjà mentionné rapidement tout à l'heure, le coup de génie entre gros guillemets, c'est donc les Français ont le plateau de Pratzen, donc la position supérieure favorable, ils l'évacuent dans la nuit, ils laissent les coalisés le prendre et ensuite ils vont le reprendre et ensuite ainsi mettre en quelque sorte en déroute l'armée coalisée. Ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que Napoléon avait prévu une manœuvre complètement différente pour le 2 décembre, pour le jour de la bataille. Et le soir, même avant la bataille, il se rend compte que, par des rapports de reconnaissance sur sa droite, que les Alliés vont essayer de l'envelopper sur sa droite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il décide de faire cette fameuse manœuvre sur le plateau de Pratzen. Et quand on regarde les sources à l'heure près, on voit que cette décision a été prise pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de prémédité. Et en fait, cette idée, si vous voulez, que Bonaparte construit ses batailles a posteriori et qu'à chaque fois dans son récit il avait prévu à l'avance ce qui allait se passer et que l'ennemi allait tomber dans un piège, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis Marengo. Marengo, pareil, c'est une bataille qui est complètement re-racontée. Je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails pour la bataille de Marengo par exemple, mais bon, non, pas forcément. Elle n'est pas dans le film pour l'instant, donc c'est vrai qu'on... Non, mais c'est la même histoire, si vous voulez, c'est la même histoire qu'Austerlitz. Bonaparte retombe sur l'armée autrichienne. Au début, il ne sait pas que c'est toute l'armée autrichienne, et au fur et à mesure de la journée, il se rend compte qu'il y a toute l'armée autrichienne qui est en train de lui tomber dessus et qui va se faire battre. Le jour d'avant, il avait dispatché ses divisions à droite à gauche, et il leur demande de toutes de revenir. Au moment où il allait perdre, Desaix arrive et il sauve la journée à tout le monde. Bonaparte réécrira la bataille en disant qu'il avait prévu ce recul pour aspirer l'ennemi et faire en sorte que la division de Desaix tombe sur cet ennemi qui était à ce moment-là en formation de poursuite. C'est la même histoire qu'il raconte pour Austerlitz. C'est toujours la même histoire qui est même reprise ici. C'est quand même fou. Voilà, c'était mon avis pour Austerlitz. Et non mais précisons aussi que donc ça ne se termine pas en empoignade. C'est pas exactement comme ça que tourne une bataille de la fin du 18e et du 19e. C'est évidemment à l'arme à feu. Il n'y a jamais de corps à corps. Il n'y a quasiment jamais de corps à corps. Et surtout, la plupart des pertes sont faites aussi dans les moments de fuite et de débandade qui arrivent très rapidement. Absolument, et il n'y a pas besoin de tomber dans un lac gelé pour se faire éclater en débandade. Énorme lac gelé qui se brise dans tous les sens et toute l'armée russe est dessus. Mais ça, c'est un problème de représentation, c'est qu'on a l'impression que toute l'armée russe est là en fait. Mais alors, il y a une distance assez folle maintenant que j'y pense entre ce qui montre en grand plan en numérique et ce qui montre sur le champ de bataille. Oui, ils sont peu nombreux à l'écran. Alors qu'on les voit en numérique énorme. Ouais. C'est quand même fou. C'est des batailles. Il y a un problème d'échelle souvent dans ces batailles. Dès que la caméra se rapproche, effectivement, c'est plus en plan large. On a peu de monde dans le cadre. Mais même quand la caméra, enfin, je veux dire, s'il y a bien un truc avec les guerres napoléoniennes, c'est que c'est des masses d'hommes immenses, océaniques. C'est des batailles où on comprend rien. Personne, Napoléon y compris, et que tous les plans se fracassent contre, et que en fait ce qui compte c'est l'esprit combatif et la résilience globalement des unités. Et enfin, je veux dire, on sait faire des trucs comme ça. Enfin, je parlais tout à l'heure de Troyes. Voilà des trucs qui ont été faits entièrement par ordinateur, et c'était il y a 15 ans. La bataille de Gaugamel dans Alexandre est visuellement beaucoup plus réussie. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il y a peut-être 3000 hommes à Waterloo au max dans les figurants? Ouais. Je pense qu'il n'y en a pas plus de 1000. Non. En tout cas à l'écran. À l'écran. Ouais. Ah oui, on a. C'est-à-dire, ce serait pas très compliqué de faire numériquement une bataille de centaines de milliers de personnes, y compris avec un plan. On pourrait imaginer plein de plans assez élégants et assez jolis. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un régiment d'infanterie de chaque côté et un régiment de cavalerie de chaque côté, et puis une batterie d'artillerie. Et ça, c'est très frappant. Ouais, on a aussi l'impression, au plan du génie militaire, on comprend pas non plus très bien ce que Ridley Scott essaye de dire, parce qu'on a l'impression que le seul atout de Bonaparte puis Napoléon dans toute son ascension, c'est qu'il a des canons. Et comme si tous les autres personnages contemporains ne savaient pas utiliser de canons, lui a des canons, il lève la main, il abat la main, le canon tire et il est victorieux sur le champ de bataille. Et ça laisse un petit peu songeur. C'est une grande partie d'Age of Empire. Ouais, c'est clair. Il a touché les canons avant tout le monde. Sauf à Waterloo, où le coup manque. Et d'ailleurs, une autre interprétation rigolote, qui est de considérer qu'en fait, toutes les batailles sont un peu des miroirs de la relation de Bonaparte avec Joséphine. Toulon, il n'y connaît rien, il a peur, il se plantouille, il y arrive, mais disons que son état mental est justement dans l'inexpérience. Austerlitz, après le sacre, après avoir épousé Joséphine, il est en pleine maîtrise.
Borodino, la campagne de Russie qui nous montre, il exagère, il a quitté Joséphine, il a fait une erreur, il est plus aussi sûr qu'avant. Et Waterloo, pour la première fois, Joséphine est décédée. En fait, il est sans repère quasiment quand il dit à ses batteries d'attendre que la pluie cesse, que ces hommes comprennent pas ce qu'il veut faire, qu'il reste dans sa tente, on sait pas ce qu'il veut faire. On a l'impression qu'il a perdu quelque chose et que, bah voilà, à mon avis, ça rentre dans la problématique de Scott en fait. Il fait des batailles qui sont extrêmement simples à comprendre, mais même en faisant ça, il se plante. Et pour conclure, peut-être cette bataille de Waterloo, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, c'est assez curieux parce que, bon, il y a l'évocation du duel entre Barry Lyndon, la musique de Barry Lyndon commence, c'est le duel entre Wellington et Napoléon qui se voit, Napoléon qui a un coup d'œil à Wellington, qu'ils arrivent à se voir, d'ailleurs les longues vues voient à des distances démentielles, comme les boulets de canon qui partent à des distances démentielles. Et puis il y a un sniper qui est visiblement Alors, ouais, il y a le sniper. capable de taper à 500 mètres. Le sniper, c'est effectivement peut-être la plus grosse liberté prise du point de vue équipement. C'est tellement délirant, j'avais l'impression de me croire dans les Trois Mousquetaires, tellement c'était assez fou. Comme reconstitution d'armes. Et alors pour pinailler un petit peu, je sais pas si vous avez vu, mais l'arrivée des Prussiens, c'est quand même un truc de fou, parce que ils arrivent non pas sur la gauche des Anglais, et même sur les arrières françaises, mais ils arrivent sur la droite, ce qui est complètement absurde, étant donné que dans les plans avant, on les voyait bien sur la droite de l'armée française. Donc en fait, il y a eu tout un renversement. Et alors moi, je trouvais que l'arrivée des Prussiens, c'était Théoden au Pélénor, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ils arrivent à sauver la journée. Il y a un côté assez Seigneur des Anneaux-esque dans cette séquence-là, quoi. Enfin, en tout cas. C'était mon petit deuxième podcast d'affilée où on cite le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'on est sur une bonne lancée. On va essayer de maintenir ça pour toutes les autres émissions, sur toutes les autres périodes. Je ne sais pas si on arrivera. Si on cherche à conclure peut-être sur une note plus positive, est-ce que on a parlé de Bondarchuk, est-ce qu'il y a d'autres films qu'on peut conseiller ? Évidemment, il faut lire Stendhal, il faut lire Fabrice à Waterloo, il faut lire Guerre épais. Surtout Guerre épais. Guerre épais, c'est quand même assez exceptionnel. Fabrice à Waterloo, c'est un chapitre, c'est sympa, tout le monde le connaît au moins de manière allusive, mais Guerre épais, c'est terrible, ça fait vraiment l'historien relou qui dit faut vraiment lire Guerre épais, c'est génial. Mais ceci dit, c'est le littéraire relou aussi, mais qui dira la même chose. Hein. Il faut lire, il faut budgéter 1 mois et demi cet été pour lire Guerre épais. Et à bien des égards, on peut pas me dire, Tolstoï a 150 ans d'avance sur le renouvellement de l'historiographie du fait militaire, sur la manière de penser la bataille. Ah oui, non, mais c'est clair, hein. De penser la bataille un peu différemment que les duels de grands généraux, tournant que visiblement Ridley Scott n'a pas percuté du tout. Ouais, alors pour Ridley Scott, moi je mentionnerais avec vraiment un pincement au cœur son premier film. J'espère que ce sera pas son dernier, celui-ci. Je crois qu'il est en pleine préparation pour Gladiator 2, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais son premier film, c'était quand même Les Duellistes en 1977, qui est un film d'époque napoléonienne, à une échelle beaucoup plus réduite, mais avec une maestria et une puissance d'évocation historique infiniment plus grande. Donc j'inviterai tout le monde à aller voir ou revoir Les Duellistes, qui est un grand film, contrairement à celui-ci. Alors pour les films, c'est compliqué. Les films de Napoléon, enfin les films sur l'Empire, pardon, j'aime bien les détester. J'ai du mal à les apprécier au sens propre du terme. Le colonel Chabert est pas mal. C'est un bon film sur la Restauration, en réalité, mais c'est pas un film sur l'Empire malheureusement. La série de la BBC sur Guerre épais est pas mal. Les Bondarchuk, vous les avez conseillés, c'est peut-être les seuls que je conseillerais. Si vous êtes capable de vous taper de 7 heures en russe. Ou Mathieu Kassovitz joue un Napoléon. Nul. Quelque chose, quoi. Ah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre aussi. Mais bon, les autres personnages sont sympas. Les acteurs britanniques sont pas trop mauvais dedans, comme dans pas mal de séries comme ça. Et les charges de cavalerie, dans mon souvenir, sont plutôt bien. Exact, ouais. Il y a la seule fois où j'ai vu une charge de cavalerie bien faite. Progressive, sur plusieurs rangs, qui prend de la place. Et en livre, Guerre épais, forcément, vous avez raison de le dire. C'est pas une porte d'entrée facile pour tout le monde. Si ceux et celles qui ont le temps qui s'y mettent, c'est une bonne initiative. Plus simple, alors moi j'aime bien aimer les bandes dessinées tirées de la bataille de Patrice Rambaud. Il y a une bande dessinée de 3 tomes sur la bataille d'Essling qui, je trouve, se plonge dans ce que c'était qu'un combat à la période impériale de manière assez incroyable, et je le recommande vraiment parce que c'est sale, ça doute. Bonaparte, il s'en prend plein la tronche aussi, mais dans le bon sens du terme, et franchement je conseille cette bande dessinée très 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 fortement, quoi. Et si je peux rajouter un tout petit conseil, puisqu'on parle d'être au ras du sol dans une bataille, il y a quand même un classique des classiques en histoire militaire, c'est l'anatomie de la bataille, de Face of Battle de John Keegan. Le chapitre sur Waterloo de John Keegan a quand même ouvert énormément de perspectives aux historiens, aux historiennes de la guerre. Moi, j'ai juste signalé quand même qu'il y a une relative actualité littéraire, actualité de la parution en histoire. Il y a qui est sorti récemment aux éditions Passé Composé, Maréchaux d'Empire, La gloire pour dessein, sous la direction de François Houtsec.
qui est un truc très utile, en tout cas pour si on est intéressé par les maréchaux d'Empire qui sont notablement absents du film de Ridley Scott, parce que c'est pas un plan extrêmement original, mais c'est vraiment une notice par maréchal d'Empire, et moi personnellement je les confonds toujours, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir savoir 2-3 trucs dessus. Et par ailleurs est ressorti récemment chez Perrin Les généraux russes face à Napoléon de Natalia Griffon de Plaineville. Toujours par François Outsec, je note qu'il a sorti un ouvrage très récemment aux éditions du CNRS sur le soldat dans la Grande Armée. C'est-à-dire que là, pareil, les grands absents de ce film, c'est quand même les soldats aussi. Et son livre sur le soldat, en gros, de l'incorporation jusqu'aux invalides, quasiment, est traité. Et il se base sur des sources des sources privées, des sources liées au registre des troupes. C'est vraiment un travail qui est anthropologiquement intéressant. C'est-à-dire que c'est plus de l'histoire bataille à l'ancienne. Moi, en tout cas, si vraiment je devais le conseiller, je le conseillerais aussi. Il est sorti récemment et il fait un bon complément avec les maréchaux. Très bien. Et ouais, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne vais pas conseiller. Enfin, si je peux conseiller un truc, c'est qu'on en sorte un peu de Napoléon. Je pense personnellement que la fascination pour Napoléon est la malédiction de toute l'histoire militaire en France, parce que c'est ça qui a obéré complètement, en tout cas retardé le développement de l'anthropologie du combat, etc. Parce qu'on est toujours focalisé par Napoléon, l'épopée napoléonienne, les dragons, les hussards, etc. Et que ce truc un peu morbide de gens qui jouent au soldat de plomb, c'est très bien aussi, hein, mais la passion historique passe par plein d'endroits, mais je trouve qu'on est... Voilà, j'aimerais qu'on parle un peu moins d'Austerlitz, un peu plus de Valmy, par exemple. Et parce que... Qui vous le dites ? Non, mais parce que voilà, il y a des... Même si on passe par les batailles, il y a d'autres batailles, il y a d'autres batailles notables, il y a d'autres batailles beaucoup plus intéressantes. Et il y a un truc un peu politique aussi, hein, dans cette fascination pour Napoléon. Et voilà, je pense que l'histoire militaire, d'une manière générale, gagnerait à se détacher un peu de la fascination morbide pour l'épopée napoléonienne, et ça, Ridley Scott, quand il le fait à la fin du film, c'est très mesquin, mais en même temps, c'est pas faux que c'est quand même des boucheries sur boucheries sur boucheries sur boucheries, et en dessous, derrière le cocorico et le truc un peu chauvin, en fait, ça mériterait d'être regardé peut-être sous un autre angle, s'il faut absolument le regarder, si on peut peut-être choisir effectivement d'autres marqueurs, disons historiques et militaires, je trouve. Eh bien, vous pouvez donc écrire @Alexandre Jublin pour tous les fans de Napoléon qui J'assume viennent d'écouter ce totalement. passage, qui l'assument, nous aussi, évidemment. Merci beaucoup, Valentin Marlier, pour cet entretien. Merci beaucoup à vous de me faire cet honneur. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires et hate mail et tout ça, tous les fans de Napoléon, mais c'est bon. On a quand même consacré 1h15 à un mauvais film sur Napoléon. C'est bien le signe que, même si on émet le souhait qu'on s'en détache un peu, le mythe est toujours aussi présent en France et ailleurs, puisque, comme je l'ai dit, c'est quand même un film qui fait un très beau départ au box-office. Gare à la deuxième semaine, je pense que plus dur sera la chute. On verra. Bon, tout ça, vous pouvez nous les adresser par mail, sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André ou de moi. Voilà, je crains un peu ce qui va arriver. Mais tout ça est bienvenu et intéressant, tout comme notes et appréciations sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.